Ludo et Adrien, je vous donne la parole. On passe à la BCL, haute compétition qui se veut majeure en Europe. Du coup, le groupe A, je sais pas qui doit le présenter, mais c'est à vous. Bah, écoute, je devais le présenter. Donc la BCL, qui dans le contexte sanitaire actuel s'est adaptée et propose 8 groupes de 4 équipes qui jouent 6 matchs. Donc voilà, dans le groupe A, on a la Dynamo Sassari qui a 2 victoires, 0 défaites. Ensuite, Tenerife et Galatasaray qui sont à 1 victoire, 1 défaite chacun. Et en dernier, on a les Bakenbeers avec 0 victoire, 2 défaites. Même si c'est pas vraiment une surprise, j'ai envie de dire. Et encore, ils ont été accrocheurs sur les matchs qu'ils ont joués. Alors, la Dynamo Sassari, honnêtement, c'est génial parce que ils ont un meneur de talent, un Italien qui s'appelle Marco Spisou, qui en plus est sarde. Donc, c'est un peu le joueur local par excellence. Et moi, quand je vois ça, je trouve ça énormissime, quoi. Le gars fait des perfs aussi bien en Ligue italienne qu'en BCL. Donc, il a explosé. Et en plus d'avoir un joueur de talent comme lui, ils ont Jason Burnell, l'américain, qui est un joueur vraiment excellent. Ils ont en plus de ça de bons joueurs européens comme Benzius et Mirobilan. Donc tu vois, tout à l'heure en Eurocup, je parlais de la Virtus Bologne en disant qu'ils avaient de bons joueurs italiens. Là, à l'inverse, tu as un super joueur italien et tu as en plus des joueurs de bon calibre européen. Et donc moi, c'est ça que je retiens. Et notamment, quand tu vois le championnat de France, c'est pareil, quoi. On a de nouveau des joueurs européens vraiment de qualité. Et voilà, donc c'est ce que je retiens du groupe A. Donc voilà mon opinion. Ludo, je te laisse la parole. C'est gentil, merci. Donc dans ce groupe, il y a 3 grosses équipes sur 4, donc c'est quand même assez dense. On a Tenerife qui est un des favoris à mon sens de cette compétition. Il y a Sassari qui est une très bonne équipe aussi, et Galatasaray qui est plus en difficulté. On va commencer par Galatasaray, relégable en Turquie, donc franchement c'est pas terrible cette année. Malgré un effectif qui tient quand même la route, je pense. On a quand même RG Hunter, Brock Motum. Ils ont recruté Alex Tayus récemment. Ils viennent de se séparer de leur entraîneur Erdogan, pardon. Il y a aussi Alex Hamilton, donc c'est plutôt décevant cette équipe. Ensuite, Sassari. Alors Sassari, donc pour l'instant invaincu en BCL. Avec le duo Marco Spisou Mirobilan qui me fait un peu penser au duo Cagnetis Williams dans les performances, c'est quand même très sympa, un joli axe 1-5 avec aussi quelques Serbes qui sont ex-yougoslaves qui sont pas mal, comme Vasilije Pozica et Filip Kroslin et Mirobilan bien évidemment. Il y a Justin Tillman, Kaspar Streyer aussi qui est pas mal. Et Tenerife, donc, pour finir, avec Marcelino Huertas, évidemment, malgré ses 37 ans, je crois. Ils ont recruté Spencer Butterfield, qu'on connaît bien en France. Il y a Sassou Saline, il y a Georgi Shermadini, le Georgien qui fait toujours ses stats, qui est excellent. Ron Downecamp, Georgios Bogris. Enfin, voilà, c'est quand même 3 bonnes équipes. Hein. Voilà. Super, vous l'avez dit, Sassari a une belle équipe, Tenerife aussi. Pour vous, c'est clairement 2 équipes qu'on va revoir. Allez, je vais me lancer peut-être vers le Final Four. Ouais, pour moi, oui. 2 belles équipes. Il y a moyen, ouais. Donc, je suis d'accord, et du coup, encore une fois, Adrien va être content, mais encore une équipe italienne qui brille sur la scène européenne. Est-ce que le groupe B, avec une équipe française, est du même acabit? Alors, dans le groupe B, donc, pour l'instant, on a les Français donc, de la JDA Dijon qui sont en tête avec 2 victoires, 0 défaites. Ensuite, on a les Turcs du Tofas Bursa à 1 victoire, 1 défaite.
les Tchèques de l'Eranimburg avec une victoire, une défaite, et les Chypriotes du Keravnos Nicosie avec 2 défaites. Donc il y a 2 grosses équipes dans ce groupe avec Dijon et la Tofas Bursa. Donc Dijon 3e de la dernière BCL au Final 8 fin septembre. Les Turcs du Tofas Bursa. Et on peut rajouter les Tchèques de l'Eranimburg qui est une bonne équipe de BCL. Keravnos Nicosie est plutôt derrière, même si ils ont eu 2 défaites, mais ils sont loin d'être ridicules. Ils ont notamment poussé Dijon à la prolongation. Voilà pour la présentation du groupe. Olivier, un petit mot? Oui, très rapidement. À noter quand même que dans ce groupe B, il y a 3 équipes qui étaient dans les 8 dernières de la dernière BCL, Dijon, Nîmes, Boursa. Donc, vraiment, et en Keravnos, ce qui était assez surprenant ensuite dans ce qu'on a vu dans les qualifs, une poule, une densité de talent très impressionnante. À noter aussi, pardon Ludo, je te prends 2 petites secondes la parole. À noter les 2 premiers gros matchs d'Axel Julien avec la JDA, 18,5 points, 4,5 rebonds, 4,5 assists, une interception, 21 dévals. Un régal pour nous qui adorons la JDA Dijon. Je voulais juste intervenir parce qu'Olivier parlait de talent. Donc, on a quand même Sean Kilpatrick au Tofas Bursa, deuxième meilleur marqueur all-time des Bearcats de Cincinnati derrière Oscar Robertson. Donc, c'est quand même pas mal. 157 matchs NBA à 10,3 points de moyenne avec un record à 38 points. Il a joué 15 matchs d'Euroleague avec le Pana en 2018-2019. On a notre ailier tchèque de Nîmes-Burg, Wojtek Ruban, qui est un des meilleurs joueurs de cette compétition, élu dans la All-Star Team l'année dernière. Donc c'est quand même, on a David Holston évidemment, MVP de Jeep Elite en 2019 avec Dijon, qui est 4e all-time en NCAA du nombre de tirs tentés à 3 points derrière Fletcher McGee et J.J. Redick. Donc ça classe un joueur. Voilà. Est-ce que alors je sais pas, il me semble avoir vu passer de nombreuses fois sur les réseaux, il y a un joueur du côté de Boursa qui s'appelle Devon Akun Purcell, qui avait l'air d'être très chaud en ce début de saison. Déjà, il a qualifié les Back and Bears pour la BCL en début de saison avec un contrat. Voilà, j'allais le dire, ouais. Ouais, voilà. C'était lui qui jouait pour les Back and Bears, les qualifs. Je crois même qu'il avait joué pour le club quelques années auparavant. Donc lui, exact. C'est sympa de le voir vraiment réussir avec ce genre d'équipe, quoi. Et sinon, ils ont DJ White aussi, l'américain. J'ai vu, ils ont Sean Kilpatrick, comme tu as dit. Ils ont un beau roster. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais sinon, c'est vrai que Keravnos, ça n'a pas été ridicule. J'ai vu le premier match contre Dijon, ça a terminé en prolongation, donc attention. Ils ont 2 super individualités avec Ahmad Rory et Brandon Rosel, qui sont redoutables en 1 contre 1. Ils ont aussi Stylianou, que j'ai découvert, qui est un gros joueur aussi. Et sinon, Nîmes-Burg, Wojtek Ruban est toujours aussi irrésistible. Et concernant la JDA Dijon, la JDA Dijon, c'est dans la continuité. Ça fait plaisir pour eux parce que on sait qu'il y a déjà David Holston qui est incontournable. Il y a Axel Julien, qui continue à faire des perfs. Et puis il y a aussi Alexandre Chassang. Voilà, moi c'est ce que je retiens. Alexandre Chassang, il sort des grosses perfs. Et donc c'est énorme de voir cette équipe qui déjà l'année passée nous a séduit. Coaché d'une main de maître par Laurent Leniam. Donc c'est ce qu'on attend de Dijon et ça peut nous rendre fiers, nous le basket français. Et on espère qu'ils iront encore plus loin cette saison. Olivier, tu avais peut-être un mot à dire du coup sur Akun Purcell du Tofas Bursa. Oui, c'est un joueur trinité. On en avait parlé avec Johnny Hamilton il y a quelques temps. Ce joueur, pour ceux qui ne connaissent pas, alors il avait fait
une énorme perf contre le Fenerbahçe, aussi en Ligue turque. Et faire une grosse perf contre le Fenerbahçe, quand t'es pas le Barça, c'est pas facile, hein. C'est une énorme défense. Voilà. En fait, ma question, c'est quid de la durabilité d'Akon Purcell dans une même équipe, hein. C'est un mec qui a changé d'équipe chaque année, quasiment depuis le début de sa carrière. Il a même changé de fac. Donc voilà, il a un peu la bougeotte, hein. C'est un talent fou, c'est un petit peu, comment dire, une forme de version un peu moins bonne d'un Jordan Lloyd sur ce côté scoreur très très fort, très talentueux. Donc voilà, je sais pas s'il va rester très longtemps dans cette équipe, mais c'est un plaisir de le voir en BCL. Effectivement. Ludo, est-ce que tu as envie de réagir sur Akun Purcell ou est-ce que tu as un autre truc à dire sur ce groupe B? Non, moi j'avais deux, trois précisions. À Tofas Bursa, on n'a pas parlé de C Magic Riston. Je pense Romain, je pensais que tu allais en parler, mais. Ah, l'ancien du CSP. Du CSP, voilà. De Vitoria. Et de Baskonia, ouais. Ouais. Ouais, à Baskonia pas longtemps, mais effectivement. Adrien parlait de Brandon Rosell au Karabnos Nicosie. Donc juste pour situer, c'est un petit arrière de 31 ans, spécialiste des petits pays, notamment du nord de l'Europe. Il a été un MVP au Danemark en 2016, meilleur marqueur en Islande en 2019 et il vient de Suède. Donc voilà, un spécialiste des pays du nord. Et dernière anecdote, à Nimburg, il y a le petit meneur américain Jerry Carding, qui est quand même le meilleur marqueur all-time de Weber State. Je ne sais pas si vous savez devant qui. De quelle fac Oui, J. McCollum, non? Non. Non, Damien Lillard. Damien Lillard. Damien Lillard, bien joué. J'ai confondu, ok. Donc quand même, hein, meilleur marqueur all-time devant Damien Lillard. Damien Lillard qui se fait piquer pas mal de records, je crois, dans sa fac, parce qu'il me semble que Scott Bamforth, le joueur du Mans, a le record des 3 points, c'est pas ça? Il n'y a pas une histoire comme ça aussi? C'est ça, exactement. Il me semblait bien Oui. qu'il avait le record de 3 points. Super. On enchaîne avec le groupe C. Ok. Ouais, le groupe C, alors on a notamment alors l'AEK, l'AEK c'est incontournable, hein, j'ai envie de dire. Marcus Lauter, Keith Langford, Jonas Masiulis, voilà, ils ont toujours un gros roster, ils sont en tête avec 2 victoires, 0 défaites. L'Hapoel Holon, qui peut être une équipe vraiment qui peut poser des problèmes à pas mal d'adversaires. Le Tsmoki Minsk, eux ça me fait plaisir de les voir là parce que ça change un peu de voir des clubs qui viennent de pays comme la Biélorussie, sachant que dans le basket masculin, c'était pas considéré comme un pays vraiment culture basket, à part chez les filles. Et Cholet, qui malheureusement en est pour l'instant à 0 victoire et 2 défaites. Alors, l'AEK, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est une grosse team. J'ai envie de dire, ils ont un roster qui fait penser à un roster d'Euroleague alors qu'ils sont en BCL. Donc vraiment, il n'y a rien d'étonnant à les voir premier du groupe. L'Hapoel Holon, ils ont des bons joueurs ricains, vraiment dans le championnat d'Israël. En général, on a l'habitude de voir des grosses recrues américaines. Donc, ils ont Isaiah Miles, qui a fait pas mal de mal au club de Cholet. Et ils ont également Chris Johnson. Sinon, le Tsmoki Minsk, ils ont Maxime Salash, le Biélorusse, qui est vraiment un super joueur. Franchement, je vous invite à regarder des vidéos sur Internet. Il peut jouer dos au panier, il peut faire des moves incroyables au poste. Donc, c'est un joueur à voir. Et sinon, comme j'ai dit, voilà, un Cholet qui est dernier. On espère pour eux qu'ils puissent au moins gagner un match, mais je pense que c'est faisable. C'est faisable d'aller chercher des matchs contre le Tsmoki Minsk et l'Hapoel Holon, mais il va falloir être plus convaincant. Voilà. Alors, ça tombe bien que tu parles de ces 2 derniers clubs. Je me suis regardé le match entre Cholet et Minsk. Alors, pour te faire plaisir, j'ai adoré Minsk avec notamment le duo Laurie et Clyburn, donc qui est le petit frère de Will Clyburn, le joueur du CSK. J'ai beaucoup aimé ces 2 joueurs. Et pour Cholet, c'est vrai qu'il va falloir faire beaucoup mieux. J'ai l'impression que
que le secteur intérieur n'apporte pas beaucoup et que finalement, hormis Blakes et quelques fantaisies de... ça y est, j'ai perdu son nom, l'autre américain, c'est Davenport, je crois, c'est ça il me semble que c'est ça. Il y a... Davenport, ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Et bien, hormis les deux, j'ai l'impression il manque un petit quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, pour te faire plaisir, Adrien, j'ai beaucoup aimé Minsk et notamment leur duo d'Américains. À mon avis, il y en a un des deux. Ça serait pas étonnant de le voir à l'échelon supérieur. Et pour Olon, un petit coucou à Fred Bourdillon, qui est là-bas. Ouais, qui était passé par le Maccabi très rapidement là sur la reprise du championnat israélien. Voilà, exactement, c'est ça. Autre chose à rajouter sur le groupe C ou on passe au groupe suivant? Oui, à Olon, il y a aussi C.J. Harris et Tyrus McGee pour les Lambernais. Ouais, C.J. Harris qui a fait une grosse perf la semaine dernière d'ailleurs. Voilà. Et au Smoky Minsk, il y a Chris Clyburn, le frère de Will Clyburn du CSK. Voilà, c'est celui que je venais de souligner et que j'aime beaucoup. Effectivement, voilà, c'est le frère de Will Clyburn du CSK. Et à Olon, tout à l'heure, j'ai oublié de le souligner parce que si on parle de Pau, il faut qu'on parle de Limoges aussi. Isaiah Miles est passé par le CSP il y a quelques temps. Le groupe D, les garçons. Alors, donc dans le groupe D, on a Saragosse qui est en tête avec 2 victoires, 0 défaites. On a les Hongrois du Falco Zombateli avec 1 victoire, 0 défaite. Les Russes du Nizhny Novgorod avec 1 défaite. Et les Polonais du Start Lublin avec 0 victoire, 2 défaites. Donc pour l'instant, Saragosse déroule tranquillement. Nizhny Novgorod a perdu contre Saragosse. Et le Falco Zombateli a gagné son duel face au Start Lublin. Voilà, bon, deux grosses équipes dans ce groupe, Saragosse et Nizhny Novgorod. Et peut-être avec une chance pour le Falco Zombateli. N'empêche, moi ce que je retiens, c'est que Saragosse, ça n'a pas été évident de gagner les 2 matchs. Hein. C'est sur 2 shoots dans les dernières secondes. Le premier match contre Lublin, c'est DJ Sile qui permet à Saragosse d'arracher la victoire. Et le second match, c'est Dylan Ennis qui met un shoot énorme. Donc c'était face à Lublin. Non, ça c'était le premier, c'était face à Nijni, ouais, le deuxième. Pardon. Ouais, Dylan Ennis qui a mis un shoot, une bombe à 3 points, mais énormissime. Avec la petite célébration et le petit chambrage qui va bien à la fin, en faisant coucou, ou plutôt au revoir, en signe de tueur. Autre chose à rajouter, les garçons? Est-ce que Saragosse, c'est une équipe sur laquelle on peut compter, ou est-ce que justement les difficultés rencontrées à gagner ces 2 premiers matchs dénotent pas un petit peu d'une équipe qui va avoir du mal cette saison? Je pense que Saragosse, déjà l'année précédente, face à certaines équipes comme le club hongrois du Falco Zombateli, qui est encore dans le même groupe cette année, ils connaissaient des difficultés. Mais après ça, je pense que c'est toutes les équipes, et c'est ça qui fait le charme de cette BCL. Tu vois vraiment des clubs dont tu t'attendrais pas à ce qui pose problème aux grosses teams, quoi, qui vraiment sont embêtantes, quoi. Donc je pense que là, c'est peut-être parce que c'est les premiers matchs, mais s'ils peuvent monter en régime par la suite, j'espère en tout cas pour eux, mais s'ils peuvent aller jusqu'au moins, pourquoi pas l'écart, on verra bien. Ouais, Ludo. Ouais, donc pour moi, pour Saragosse, je pense qu'ils ont besoin de stabilité, notamment au niveau de l'entraîneur. Il y a Porfi Fissac, avec qui ils avaient des beaux résultats jusqu'à l'année dernière, donc est parti. Ensuite, donc il y a Diego Campo qui est arrivé, formateur du Barça. Ça n'a pas fonctionné. Et là, il y a Sergio Hernandez, donc le sélectionneur de l'Argentine, qui vient d'arriver. Je pense que ça peut être une bonne arrivée pour l'équipe, en espérant qu'il stabilise et qu'il puisse mettre son empreinte. Il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe. Hein. Il y a Nicolas Brusino notamment, Jason Thompson, Jonathan Barrero, Rodrigo San Miguel. Il y a le Slovène Luka Rupnik qui vient d'arriver aussi.
Sinon, je voulais rajouter au Nizhny Novgorod, il y a notre Français, le pivot Alexandre Gavrilovic, qui réussit bien, qui a des très bonnes stats et qui est starter. Lui, il a un plan de carrière, il a été formé en NCAA, il a joué 3 années en Pro B. Après, il est parti en Bulgarie, au Balkan Botevgrad, où il a disputé la FIBA Europe Cup. Après, il a rejoint le Smoky Minsk en VTB League. Et maintenant, il est à Nizhny Novgorod, donc il suit son petit chemin de carrière qui est quand même intéressant. Et juste une anecdote pour le Nizhny Novgorod, il y a l'intérieur américain Luke Petrasek, qui est le petit-fils de Connie Simmons. Je ne sais pas si ça vous parle. Olivier? Absolument Non. Pas. D'accord, Quel c'est la échec. première star des Boston Celtics en NBA lors de la saison inaugurale en 1946-47. Ok. Voilà. Tu m'apprends quelque chose, merci. Et juste pour finir, donc pour le Falco Zombatelli, pour moi c'est un peu la même chose que Nimburg, en un peu moins bien, mais le parcours me fait penser à cette équipe-là. Et il y a Zoltan Perl, qui est pour moi l'équivalent de Wojtek Ruban dans cette équipe. Et à noter la présence aussi de Kian Anderson, qu'on connaît en France. Ok, super. Effectivement, pour Gavrilovic, on en avait parlé sur notre podcast sur la VTB League, un parcours un peu incroyable, effectivement, de tous ces clubs qu'il a choisis. Il fait sa carrière et on en est très content. S'il nous entend, pourquoi pas venir en discuter avec nous. J'aimerais juste revenir 2 petites secondes sur Saragosse et donner la parole à Olivier parce que je sais qu'il adore ce joueur. Saragosse sans Alocen, est-ce que c'est pas une équipe différente? Ludo soulignait bien que le changement de coach jouait aussi, mais donc Carlos Alocen, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y en a, c'est un jeune meneur de 20 ans qui du coup vient de partir au Real Madrid. Vraiment dans l'école des meneurs espagnols, hein, donc très intelligent, toujours la tête très haute, hein, qui fait un 88 à peu près, qui ne s'est pas encore acheté un shoot ultra fiable, mais voilà, très très malin, qui a une bonne vision du jeu, l'utilisation du backdoor, il est excellent par rapport à ça, et ça faisait quand même... donc l'an dernier il était titulaire, hein, il jouait aux alentours de 20 minutes par match, il était titulaire donc en ACB avec Saragosse, et ça faisait 3 saisons, donc il a commencé à 17 ans en équipe 1 avec Saragosse et il gagnait à chaque fois quelques minutes, quelques points, quelques responsabilités, et je trouve que même si c'est pas un meneur scoreur comme on voit en 2020, c'était un joueur qui fluidifiait énormément le jeu de Saragosse, qui arrivait à gérer très bien pour un jeune à l'époque de 19 ans les temps forts temps faibles. Et sur le peu que j'ai pu voir de Saragosse cette année, justement, la difficulté à gérer les temps forts temps faibles, c'est quelque chose qui peut laisser penser que, en plus donc de la perte du coach, la perte d'un meneur aussi jeune soit-il a une influence non négligeable. Effectivement, et je tenais à ce que tu en parles, vu qu'on connaît ton attachement au petit Alocen. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec le groupe E qui a l'air d'être un groupe très très ouvert? Ouais, le groupe E, je dirais clairement pour moi que c'est le groupe le plus balèze. Il y a quand même Peristeri qui a 1 victoire, 1 défaite. Le VF Riga qui fait vraiment de belles perfs. Donc voilà, l'école de formation lettonne, toujours au top. Sinon, Peristeri, Steven Gray a été énormissime, mais vraiment. En ce qui concerne la ZIC Strasbourg, ça va pas être simple. Je pense que le VF Riga, ça va être vraiment le poil à gratter, je pense. Je peux peut-être me tromper, on verra sur les matchs suivants, mais ils peuvent peut-être créer la surprise. Et sinon, le Ritas Vilnius, voilà, c'est le basket lituanien, ça joue. C'est jamais bon à prendre comme équipe, ça peut être des matchs pièges, avec notamment Martina Sekodas, qui est un pivot bien lourd comme ça, et j'aime bien ce genre de joueur, voilà, mec qui taffe dos au cercle, qui peut sortir des grosses perfs, voilà. Ludo, est-ce que tu as un truc à dire sur le groupe E? Oui, je voudrais juste revenir sur le fait que pour moi le groupe c'est pas le groupe de la mort, mais bon, je pense que c'est plutôt le groupe F avec Bamberg, Karciaka, Bilbao et la Fortitudo, mais bon après on peut en discuter. Je
Je pense que Strasbourg et Heritas sont nettement au-dessus. Péristeri, j'y crois pas trop. Les équipes grecques en général, pour moi cette année, c'est pas terrible. À part Steven Gray, c'est vrai qu'il avait fait une grosse perf en début pour le premier match. Et le VF Riga, bon, c'est quand même plus faible que les autres. Voilà, rien de spécial d'autre à rajouter. D'accord, Olivier. Sur Ritas, attention au changement de dynamique. Ils ont un effectif, hélas, qui bouge énormément. Ils avaient commencé la saison, alors que ce soit en LKL ou en BCL, avec de grosses ambitions, hein, avec l'avenue de Demetrius Jackson, good luck. Là, a priori, McCullough devrait partir. Ils ont fait venir Endur, mais qui n'a pas pu jouer les premiers matchs. On sent que c'est assez fragile. Ça risque d'être... on verra, hein, mais en tout cas, s'il y a renaissance, c'est pas sûr que ça se pérennise. Ouais, puis j'ai l'impression à chaque fois ils tombent sur des joueurs un peu cassos. C'est dommage pour eux, mais bon. Et ouais, mais trop de concurrence à côté, quoi. Ouais, en plus. Est-ce que vous voulez qu'on s'attarde sur Strasbourg, sur le début de saison de notre club français, qui a l'air de ne pas encore avoir trouvé son rythme de croisière? Ben ouais, Strasbourg, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, même en championnat, je crois. Donc, t'as quand même Bonzi Colson qui a sorti un gros shoot de la gagne à Riga. Donc, c'est quand même important. Il y a DeAndre Lansdowne qui vraiment peut s'avérer précieux. Mais après, c'est clair que on attend mieux, quoi. On attend mieux parce que quand on voit le roster qu'ils ont, pour moi, ils devraient pas être aussi bousculés, quoi. En tout cas, c'est mon avis. Olivier, Ludo, est-ce que vous avez un mot sur Strasbourg? Moi, je suis d'accord avec Adrien. C'est un gros effectif. Une paire de meneurs, Brandon Jefferson, Jean-Baptiste Maille, qui est quand même très intéressante. Brandon Jefferson a fait quelques grosses perfs offensives en ce début de saison. À l'extérieur, DeAndre Lansdowne et Ishmael Wainwright, c'est pas mal. Pour l'instant, Jaromir Boassi, qui me semble être une bonne recrue, a du mal à s'adapter, donc c'est dommage, mais ça va peut-être venir. À l'intérieur, Bonzi Colson, Léopold Cavalière, Yanis Morin et Bukai Zundu, c'est quand même pas mal. Et ils font jouer aussi les jeunes comme Jason Chikambu. Il faut peut-être leur laisser le temps à l'Institut Ovi d'installer son jeu. Bon, après, les conditions sont particulières, donc c'est une saison particulière. Ok, donc on est plus ou moins positif, on reste positif, quoi, Olivier. Ouais, moi, je suis assez d'accord, très succinctement, mais je vous rejoins totalement. Il y a eu ils ont gardé qu'un seul joueur dans l'effectif pro, parce que les jeunes étaient là, mais il y a eu un changement de coach après une ère Vincent Collet qui était quand même assez longue, et donc une identité très marquée. Alors même si Tuovi il est dans la continuité, j'ai l'impression quand même globalement sur l'identité de jeu. Ouais, il faut laisser du temps, c'est très encourageant. Il faut juste leur laisser, je crois, la possibilité de trouver leur équilibre, parce que pour l'instant, il y a des profils très différents, mais ça a l'air d'être globalement quand même une équipe avec pas mal de bosseurs. Dédicace donc à Jean-Baptiste Maille, qu'on connaît, dont on connaît les qualités de bosseur. Mais voilà, pas inquiet, il faut leur laisser du temps, et ce temps, ça peut être peut-être plusieurs années aussi, hein, pour vraiment se structurer et être sur la durée, exister sur la durée. Ça marche, effectivement, je partage votre avis. Strasbourg, je suis pas forcément inquiet. Et malheureusement, on en manque souvent, mais c'est vrai qu'il leur faut du temps pour travailler. Et le club a l'air de se structurer encore à ce niveau-là. Et je leur souhaite tout le meilleur pour la saison à venir et pour la suite. Est-ce qu'on passe au groupe F avec un club où il y a un Français dedans? Alors, donc le groupe F. Pour l'instant, les Allemands du Brose Bamberg sont en tête avec 2 victoires et 0 défaite. Ensuite, on a les Turcs du Pinar Karsiaka avec une victoire. Les Italiens de la Fortitudo Bologne avec une défaite. Et les Espagnols de Bilbao avec 2 défaites. Donc, il y a 2 Français dans ce groupe. Il y a Matembaï avec le Pinar Karsiaka. Et il y a Jonathan Roussel avec Bilbao. Donc, pour moi, ce groupe, c'est quand même le groupe de la mort parce qu'il y a 4 grosses équipes. Il n'y a pas de petite équipe dans ce groupe.
Donc je ne sais pas, quel est votre avis sur la question? Adrien? Ben, perso, j'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est un groupe de la mort. En tout cas, c'est mon opinion. Mais j'avoue que j'ai pas tellement suivi ce groupe-là. C'est vrai que j'ai vu les résultats en passant. Bamberg, bah, j'ai envie de dire tant mieux pour eux parce que on sait que c'était un club qui avait un passé en Euroleague. Donc ça fait plaisir de les voir un peu se refaire une santé dans ce genre de compétition. Karziaka, je pense qu'ils vont être pas trop mal. Pour l'instant, Bilbao, on est à 0 victoire de défaite, donc attention, parce que c'est pas n'importe quel club. C'était un club qui était bien revenu après des soucis financiers notamment. Et la Fortitudo, j'attends de voir ce qu'ils vont faire en BCL, s'il va y avoir un sursaut, mais en championnat, c'est compliqué. Et honnêtement, je suis pas étonné que dans la ligue italienne, ils galèrent parce que pour moi, Adrian Banks et Pietro Arrodori ont vraiment du mal à se compléter. Donc je pense que déjà ça c'est un problème. Donc à voir, mais je pense que ça peut être un groupe intéressant à voir, mais on verra bien si la Fortitudo arrive à redresser la barre en BCL alors que en championnat ça va mal, mais voilà, j'attends de voir quoi. Olivier? Je crois qu'il serait risqué de se tromper sur la... Alors ça va être un peu péjoratif, mais je vais le reformuler ensuite parce que ça ne l'est pas. Sur la réelle valeur de Bilbao. L'an dernier, ils ont surpris tout le monde en faisant un début de saison exceptionnel, dans le sillage donc, de Joe Roussel, Balvin, etc. Mais aussi d'Axel Bouteille, qui était là en début de saison et qui a bien lancé l'équipe. Et Axel Bouteille, ça t'apporte du scoring, du spacing, de l'énergie. Ils l'ont perdu en cours de saison puisqu'il est parti à Malaga en milieu de saison. Là, ils ont une belle équipe, ils ont un excellent coach avec Alex Mumbrou, mais finalement, en termes de niveau, moi je les vois un peu au-dessous de Bamberg et Karsiaka, pardon, selon moi. Effectivement, Karsiaka, alors déjà je tiens à m'excuser auprès d'Amathembay que j'avais complètement oublié, j'étais parti sur Joe Roussel côté Bilbao. Bamberg, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'énormes stars. Karsiaka, c'est un petit peu le même sentiment. Est-ce que pour vous, c'est un groupe où on va en tirer des équipes très sérieuses pour le titre, ou c'est juste un groupe où on va avoir une bataille acharnée en interne avec des équipes d'un niveau plutôt équilibré? Je pense pour moi, c'est un groupe très dense, effectivement, mais pas avec de gros favoris. Effectivement, on a quand même deux équipes qui sont en mauvaise posture en championnat avec la Fortitudo et Bilbao. On a le Pinar Karsiaka qui est une des équipes qui monte en Turquie avec le Turk Telekom Ankara, qui monte en régime. Et on a une bonne équipe allemande, mais bon, c'est vrai que c'est pas une grosse équipe. Il y a David Kravitz, il y a Tyler Larson, il y a Devon Hall qui vient d'arriver, et Chase Fieler qui était à Prometheus l'année dernière. Donc c'est une bonne équipe, mais c'est vrai, c'est pas extraordinaire. Ouais, puis c'est une équipe qui est facile à déchiffrer, je trouve. Bamberg, ils jouent 70% de leur jeu sur pick and roll. Alors l'arrivée de... d'ailleurs, le recrutement, il montre ça. C'est-à-dire que Ogbe, Devon Hall, Kravitz, c'est des mecs qui jouent très très bien le pick and roll et ils ont insisté là-dessus. Et à côté, c'est quand même plutôt moyen. Mais voilà, c'est ce que tu dis. C'est dense, mais le niveau plafond est plutôt moyen. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Fortitudo? On était très contents, on se réjouissait de leur retour en Coupe d'Europe. Est-ce que pour vous, ça va être une année compliquée en BCL, ou est-ce que si Adrian Banks revient bien de blessure, s'il trouve le même rythme qu'il avait à Brindisi, il peut faire quelque chose de très positif et pourquoi pas porter à lui seul la Fortitudo? Adrien? On verra, mais je sais pas, j'en doute, à moins qu'il y ait des changements pendant la saison, qu'il y ait d'autres joueurs qui arrivent, qui signent des joueurs intéressants. Mais je sais pas, par rapport à Banks, je suis partagé parce que c'est vrai qu'il est plus tout jeune. Est-ce qu'il est arrivé à une certaine limite où il a explosé la saison précédente et là vraiment il y arrive pas? Moi je pense qu'il n'arrive pas à se compléter avec Arrodori. Je pense qu'il y a un vrai problème avec ça.
Et on verra par la suite, mais je sais pas s'il y a grand chose à attendre de cette saison de la Fortitudo. Après, si en BCL ils peuvent montrer un vrai visage, mais honnêtement, j'ai des vrais doutes, moi. Après, c'est mon avis. Ok, Ludo, Olivier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la Fortitudo? Moi, je voudrais juste rajouter que Matteo Fantinelli est blessé. Pour moi, c'est quand même important. C'est le meneur titulaire de cette équipe. Donc, sans lui, c'est beaucoup plus compliqué. Ils avaient fait une très bonne Coupe d'Italie avant que le championnat débute. Donc, sans lui, pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Le duo Adrian Banks, Pietro Aradori se marche un peu sur les pieds, c'est compliqué. Et à l'intérieur, il y a Ethan Happ, qui est un bon pivot, qui a été blessé aussi. Donc, il faut qu'il revienne. Faut leur laisser temps aux blessés de revenir, au jeu de se mettre en place. Pour moi, ça peut fonctionner. Mais bon, ça fera pas partie des favoris en BCL pour autant. Ok, super. On passe à l'avant-dernier groupe, il me semble, au groupe G qui concerne le Limoges CSP. Ouais, et ben le groupe G avec Igokea, le club de Bosnie-Herzégovine, qui est à une victoire, une défaite. L'Hapoel Jérusalem, qui a une victoire, une défaite également. Et le Limoges CSP et le Turk Telekom Ankara qui suivent avec le même bilan. Donc ça aussi, c'est un groupe où c'est serré. Igokea, c'est intéressant parce qu'ils ont quelques bons joueurs référencés. Ils ont notamment Anthony Clemens. Ils ont également Jackie Carmichael. Ils ont Edin Nacic, donc qui est de Bosnie. L'Hapoel Jérusalem, pour moi, c'est pas mal, mais c'est moins balèze que les années d'avant, je dirais. Avec Suleiman Brahimo, notamment. Ils ont Tarek Philippe, qui est vraiment, vraiment intéressant. Tamir Blatt, qui est un super meneur. Sinon, Limoges, j'ai été impressionné par les perfs de Jerry Boutziel et également les prestations de Philippe Scrub. Donc, c'est à souligner. Et sinon, Ankara, ben, je demande à voir. Il y a toujours Kyle Widger. Il y a toujours Sam Decker. Mais après, il y a certains joueurs qui sont partis, notamment R.J. Hunter. Donc, j'attends de voir si la mayonnaise va prendre, quoi. Voilà. Avant de donner mon avis, Ludo, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce groupe G? Alors, c'est vrai que c'est un gros groupe aussi. Il y a des grosses équipes. Il y a Igokea qui me paraît un peu en dessous des 4 autres. Limoges n'a pas de grosses stars, mais le jeu est bien en place. Ça joue bien en ce début d'année. Il y a de la stabilité. Donc ça, c'est très intéressant. Surtout que c'est pas très courant au CSP. On a le Turk Telekom qui, pour moi, un des favoris de cette BCL. C'est une grosse équipe une des deux équipes turques avec le Pinar Karşıyaka qui monte. Ils ont perdu de justesse hier face au Fenerbahçe. Ils sont 3e pour l'instant en Turquie. Roster très très intéressant avec Tyler Ennis, Nick Johnson, Sam Decker qui a fait des grosses perfs, Kyle Wichter et Michael Eric qui arrivent de Baskonia. C'est vraiment une équipe pour moi très intéressante. Et l'Hapoel Jérusalem qui va être une bonne équipe aussi du groupe. Ils vont sûrement pas passer du coup, mais c'est une bonne équipe avec l'intérieur Tashon Thomas qui a été un des meilleurs joueurs de la dernière BCL, avec Chico Van Braun, Chris Kramer, le jeune lituanien Davidas Servidis et Luka Mitrovic aussi. Donc c'est quand même un effectif intéressant. Voilà, Suleiman Brahimo également. Et juste pour finir, sur le basket bosnien, qui monte aussi, au contraire des baskets slovènes et croates, et avec le basket monténégrin. Je pense que c'est les deux baskets ex-yougoslaves qui montent en régime. Ouais, et c'est dingue, hein. Tu vois, moi, j'aurais pas cru, même s'il y avait une année, je crois que les cadets avaient remporté un Eurobasket, la catégorie cadet, c'était quand il y avait Xanan Musa, je crois. Et, Oui. Mais c'est vrai que ça fait plaisir pour eux, parce que bon, après les années où c'était compliqué, après ce qui s'est passé là-bas, les conflits et tout, fallait qu'ils se restructurent. Et c'est vrai qu'ils reviennent un peu en force, ouais. Alors, pour ma part, pour ce groupe G, je partage l'avis de Ludo. Ankara,
je pense, va être une des équipes favorites. En plus, du coup, ils vont récupérer Nick Johnson, qui était là l'année dernière et qui n'était pas re-signé, mais qui va finalement revenir. Moi, j'ai 2 questions dans ce groupe. Je ne sais pas si Ludo et Adrien, vous allez partager le même avis. J'ai le vrai sentiment que l'Hapoel Jérusalem est moins impressionnant que l'année dernière. Ils perdent contre le Turk Télécom alors qu'ils pouvaient largement gagner le match. Ils ont un intérieur qui pète un plomb, qui prend une technique, ça les met dedans et du coup ils perdent le match. En plus, il y a Wilter qui les tue. Et ils gagnent contre le CSP donc cette semaine en faisant un énorme dernier quart-temps. Justement, ma deuxième question est celle-ci. Le Limoges CSP, ils ont tenu 3 quarts-temps contre Jérusalem. Ils sont écroulés lors des 10 dernières minutes. Est-ce que du coup le CSP peut tenir avec une rotation aussi courte? Moi j'ai le sentiment que non, malgré un effectif qui tourne bien comme vous avez pu le dire. Donc voilà, mes 2 questions pour vous Ludo et Adrien, c'est l'Hapoel Jérusalem moins impressionnant et le CSP, est-ce qu'il peut tenir avec un effectif qui montre ses limites, notamment au niveau du banc? L'Hapoel Jérusalem, je l'ai dit tout à l'heure, ouais, c'est moins impressionnant qu'avant. Moi, je me souviens quand ils avaient James Feldane, tu vois, alors lui, c'était un énorme talent. Ils avaient Jacovan Brown aussi, donc voilà, ils ont perdu ces joueurs-là. Certes, il y a encore Tashon Thomas, mais je pense que c'est moins costaud pour moi clairement qu'avant. Et concernant le CSP, je pense qu'effectivement, quand tu as un roster où il y a moins de profondeur de banc, ça peut être problématique, notamment quand tu affrontes des grosses teams. Alors après, il faut voir parce que quand j'ai maté Smoky Minsk contre Cholet, donc ça c'est le groupe B, il me semble, groupe C, voilà. Cholet a perdu, mais vraiment sur les dernières minutes du match face au Smoky Minsk, on voyait que Minsk avait un banc vraiment léger et que ça commençait à se faire ressentir. Alors certes, Cholet avait perdu le match, mais c'est là que tu vois que quand tu n'as pas une vraie profondeur de banc, les fins de match, ça peut être difficile à gérer. Et le problème du Limoges CSP face à l'Hapoel Jérusalem, j'ai vu le match, c'était qu'ils ont bien démarré et sur la fin, c'était trop short au niveau des rotations, quoi, clairement. On est d'accord sur ce point parce que du coup, là, j'ai les statistiques sous les yeux. Pommier joue que 8,6 minutes, Cruzol 5,6, Mbala 4,6. Et après, des joueurs qui sortent du banc, on a Gignard à 18 minutes, Behurst à 12 minutes, à peu près 12 minutes, en sachant qu'il est blessé. Et derrière, du coup, on a des joueurs comme Nico Lang, Boutsielé et Scrub qui jouent plus de 30 minutes, Demarcus Nelson à 28 et Invernizzi à 26, en sachant que c'est à peu près pareil en championnat qui demande beaucoup de dépenses d'énergie, car on reste quand même un championnat assez physique. J'ai des grosses interrogations sur ce Limoges CSP dans cette compétition. Ludo, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'en pense que, je ferai pareil avec ce qu'on disait sur Strasbourg tout à l'heure. Strasbourg qui a un gros effectif, une profondeur de banc intéressante, mais pour l'instant, ça a du mal à fonctionner. Alors que Limoges, alors c'est vrai que la profondeur de banc n'est pas impressionnante, mais par contre, le jeu est en place et ça joue bien. Donc, je pense que ça peut passer le tour de qualification, enfin la saison régulière. Ok, ça pour conclure sur le CSP, je partage votre avis. Après, le jeu est en place, Mehdi Mari fait un très bon boulot. Il a su remettre en ligne Jerry Boutsielé, qui est vraiment impressionnant en ce début de saison. Scrub apporte vraiment beaucoup à cet effectif. Il fait partie de quasiment des seuls recrues qu'on a cette saison. Nicolas Lang est toujours aussi efficace, 44% à 3 points. Donc effectivement, l'effectif est en place, le jeu l'est tout autant. Voilà, moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est cette profondeur de banc. Mais du coup, je rejoins mes camarades et il faut attendre un petit peu, comme pour Strasbourg, patienter et laisser cette équipe travailler dans un groupe qui est très relevé. Est-ce qu'on conclut avec le groupe H, les garçons? Allons-y. Donc, le groupe H. Alors, pour le moment,
Excusez-moi. Donc, Brindisi est à 1 victoire, 0 défaite. Ostend et Darüşşafaka sont à 1 victoire, 1 défaite. Et San Pablo Burgos, 1 défaite. Il y a 2 grosses équipes, on va dire 3 grosses équipes dans ce groupe avec San Pablo Burgos qui est le champion d'Europe en titre, Darüşşafaka et Brindisi, et il y a Ostend qui est vraiment derrière. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Adrien? Ouais, honnêtement, c'est un groupe plus serré que j'aurais pensé. Déjà, il y a eu la perf d'Ostende qui va chercher un match face à Burgos, donc ça c'est énorme. Ils ont une équipe vraiment pas trop mal, quoi. Ils ont notamment le jeune croate Mario Nakic dans leur effectif. Il y a également Amar Sila, qui est un prospect intéressant. Et sinon, je dirais Brindisi, ça me fait plaisir qu'ils aient gagné leur premier match parce que tout le monde, même en championnat italien, ils cartonnent alors que tout le monde disait que avec les départs d'Adrian Banks et de je me rappelle plus son nom, celui qui joue à Nanterre, Tyler Stone, voilà, ils allaient être en galère et au final, avec un Giangelo Harrison énormissime, Riccardo Visconti qui a sorti un gros match, il est tout jeune, en plus il a même pas 22 ans. Donc il y a encore Darius Thompson. Donc attention à Brindisi, ils peuvent encore faire des coups cette année. Sinon Burgos, je pense qu'ils sont favoris, mais il va falloir qu'ils se remettent de leur défaite face à Ostende, clairement. Et sinon Darüşşafaka, ils ont un bilan de 1 victoire, 1 défaite. J'attends de voir parce que honnêtement, c'est vrai qu'avec les autres clubs turcs, je trouve que le roster est vraiment moins balèze qu'avant. Même s'il y a Grand Djeret et aussi Andrews, voilà, qui font partie du roster. Mais c'est moins costaud qu'à l'époque, alors j'attends de voir. Voilà, c'est mon opinion. D'accord. Burgos, champion en titre, on n'a pas trop d'inquiétude pour eux. Brindisi peuvent faire des coups, Darüşşafaka, ça peut être solide. Est-ce que l'équipe d'Ostende peut, elle, s'inviter comme une équipe surprise? T'en as un petit peu parlé, mais du coup, ils ont aussi la force de la jeunesse, du coup, avec Amar Sila et Mario Nakic. Olivier, est-ce que tu penses que cette équipe peut s'inviter à la table des grands, on va dire, dans cette BCL? Alors, la table des grands, je sais pas. Est-ce que ça peut être un poil à gratter très sérieux? Oui, aucun doute. Je crois qu'il faut pas hésiter quand même à séparer Ostende des autres équipes belges. Dans la mesure où c'est quand même, enfin, c'est l'équipe qui surdomine le championnat belge. Je crois qu'ils sont champions non-stop depuis 2012. Il y a cette collaboration avec le Real Madrid aussi qui leur permet d'avoir régulièrement du talent. Ça, on aura le temps d'en parler, je pense, à une autre occasion. Donc Nakic, Sila. C'est une équipe qui n'a rien à perdre. Ils sont dans une poule avec Darüşşafaka, Brindisi et les champions en titre. Donc ils vont les embêter jusqu'au bout. Ils vont jouer crânement leur chance. Ça va être une vitrine aussi pour ces jeunes joueurs qu'on va voir, je pense, pendant quelques temps. Donc, Sila, Nakic, mais aussi Welsh, Fontaine. Enfin, moi, je la trouve très intéressante. Elle est sympa à avoir joué. C'est l'ancienne équipe de Nick Nurse. Donc, quelque part, il y a aussi une idée de tradition du joli jeu. Bon, voilà. Moi, je pense qu'ils ne se qualifieront pas parce que le niveau à côté est trop dense. Mais ça leur fait une belle vitrine et c'est une belle vitrine pour le basket belge aussi. Ludo, tu partages cet avis? Oui, en partie. Après, donc, déjà, Ostend, c'est 21 titres de champion de Belgique, quand même, dont les 9 derniers. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Au niveau des jeunes, prêtés qui viennent du Real, c'est vrai que c'est intéressant. Après, les autres joueurs, à part Dusan Djordjevic, où il y a de l'expérience, mais bon, sinon, Loïc Schwartz, Jean-Marc Moema, Pierre-Antoine Gillet, Olivier Fontaine, c'est quand même pas top pour moi. Et c'est mon avis. Ok, donc une équipe qu'on peut garder quand même du coin de l'œil et qui va probablement revenir dans les années qui arrivent pour peut-être grandir et bientôt briller sur la scène européenne. Donc une équipe qui a besoin de sa travail. place en BCL en tout cas, vraiment. Voilà.
Exactement, une équipe type BCL. Ok, bon bah je vois qu'on a fait le tour des deux compétitions, ça a été assez complet. On va, avant de se quitter, aborder un petit débat, voilà, pour conclure cette émission. C'est Olivier qui va nous présenter le petit débat de la journée. Alors, c'est un débat, c'est vraiment ouvrir des pistes de réflexion. Il concerne, donc c'est le serpent de mer un petit peu depuis une année, c'est la question de l'évolution des dynamiques et du niveau entre l'Eurocup et la BCL. Les bases du débat, en gros, l'an dernier, si l'on prend les équipes non qualifiées au terme de la première phase de l'Eurocup, on retrouve Ulm, le Lokomotiv Kuban, Limoges, Nanterre, l'Olympia Ljubljana, Budućnost Podgorica et Arka Gdynia. Sur ces équipes-là éliminées au terme du premier tour, on retrouve Ulm qui est compétitif cette année, le Lokomotiv Kuban qui est une des équipes principales de cette année, Limoges qui va se battre pour la qualification en BCL, Nanterre effectivement un peu en difficulté, mais l'Olympia et Budućnost qui vont aussi se battre pour les qualifications. Ma question est la suivante. A-t-on assisté finalement à une dilution des niveaux dans l'Eurocup, avec une perte de talent éventuellement? Et à ce moment-là, est-ce que ces talents sont plutôt partis vers l'Euroleague, plutôt vers la BCL? En gros, comment vous analysez les dynamiques de niveau des différentes compétitions européennes? Adrien, je t'offre la première réponse. Alors, j'ai beau être un ardent défenseur du principe de la BCL, qui est le principe participatif, sachant que la BCL, pour moi, ça reprend le principe de l'Eurocup d'il y a quelques années. Donc l'Eurocup d'il y a quelques années, il y avait énormément de clubs de pays différents. Alors après, ça, on peut considérer que ça tire le niveau vers le bas, mais je pense que là où la BCL a rectifié le tir, suite à sa création, c'est qu'elle a proposé aux, entre guillemets, clubs de petites nations basket de passer par des tours de qualif au lieu d'être directement versés en saison régulière. Et ça, je pense que c'est mieux parce que tu auras toujours des gens qui vont dire que ça tire le niveau vers le bas. Le niveau des autres teams est pas terrible. Danemark et tout, c'est pas des pays de basket. Même si là, ils prouvent le contraire. Franchement, sur les matchs, c'est serré. Alors après, ils perdent, ok. Mais au moins, ils ont leur place dans. Je pense qu'ils méritent d'avoir une chance. Ne serait-ce qu'à travers des tours de qualif. Mais là où je suis partagé, si tu veux, c'est que quand tu vois les clubs qui ont rejoint la BCL, c'est des clubs qui sont pas au meilleur, comment dire, de leur santé financière, quoi. C'est-à-dire que les clubs turcs comme Galatasaray, Darussafaka, ou même le club lituanien du Ritas Vilnius, ils sont pas au milieu financièrement. Donc, est-ce qu'après, on peut se permettre de dire que ça fait la différence? Lui, c'est des gros noms, des grands noms. Quand tu entends Darussafaka qui rejoint la BCL, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est pas rien, Galatasaray aussi. Mais je pense que pour l'instant, ça se tient entre les deux compètes. Alors après, c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont été ou dans l'une ou dans l'autre des compètes. Des fois, c'est des équipes qui ont réussi à se relancer, comme Badalone. Mais après, tu as des équipes qui sont moins costauds, quoi. Mornarbar, bon, ils sont pas trop mal, mais c'est vrai que c'est moins balèze, je dirais. Donc, je dirais que ça se tient encore. Mais la BCL a fait du bon boulot, quoi. Voilà, en tout cas, c'est mon opinion. Ludo, qu'est-ce que tu penses sur ce niveau affiché en Eurocup, BCL? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette question posée par notre ami Olive? Bah, déjà, pour illustrer ce que dit Olivier, clairement pour l'Eurocup, on voit cette année que les 4 équipes françaises sont en course pour la qualification pour le top 16, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Quand on avait une ou deux équipes en course qui pouvaient se qualifier, déjà on était contents. Là, toutes nos équipes peuvent se qualifier et elles sont vraiment dans la course, donc c'est un gros changement. Alors, soit ça veut dire que la JP Elite est montée vraiment de niveau, ou alors ça illustre ce que dit Olivier et montre que le niveau de l'Eurocup descend. Donc, je pense que c'est plutôt la deuxième solution. Ensuite, ce qu'on peut observer, c'est un brassage des équipes entre l'Eurocup et la BCL. On a les équipes turques, les grosses équipes turques ont plutôt choisi la BCL, même si effectivement on peut expliquer ça par des raisons financières. Mais n'empêche que par rapport au niveau sportif, les plus grosses équipes turques ont choisi la BCL.
En Eurocup, on a quand même CCIR et Bursaspor, hein, comme on a vu tout à l'heure, 13 défaites en 13 matchs. Bon. En Espagne, on a quand même les meilleures équipes en dehors des équipes d'Euroleague, Tenerife et Saragosse, qui ont choisi la BCL. Donc ça montre quand même que le niveau en BCL monte. On a en Lituanie le Ritas aussi qui a choisi la BCL. Les Sangliers de Kabylie à l'Eurocup. Le niveau de Kabylie, c'est quand même pas terrible. Voilà ce que j'en pense. Pour alimenter le débat, je voulais vous poser une question, mais à toi Romain aussi, pour que notre présentateur du jour puisse nous donner un avis. J'ai essayé de classer les équipes d'Eurocup par tiers, donc j'en ai fait 4. 4 tiers, c'est paradoxal, mais c'est pas le même terme du tiers en fait. J'ai mis, vous me dites ce que vous en pensez, j'ai mis tout en haut Badalone, la Virtus et le Lokomotiv Kuban, vraiment un groupe de tête. En dessous, Kazan, Bourg, le Partizan, Boulogne, Malaga, Monaco et Trento dans un groupe large d'outsiders potentiels pour des 8 dernières places, je dirais. En dessous, j'avais mis l'Olympia, Gran Canaria, Nanterre, Andorre, Budućnost, Ulm, Mornarbar, Venise et Prometheas. Parce que en dernier, vraiment, je citais Başakşehir, Brescia, Litkabilis, Anvers et Bursaspor. Donc, peu importe la constitution des groupes, mais en gros, sorti des 3 de tête qui pour moi sont des équipes de niveau Euroleague, cette année, un niveau de jeu, je veux dire, je ne suis pas sur le standard. Selon vous, Kazan, Bourg, le Partizan, Boulogne, Malaga, Monaco, Trento, est-ce que ce serait assuré de gagner la BCL? Tu disais Trento, Kazan et... Trento, Kazan, Bourg, le Partizan, Boulogne, Malaga, Monaco. C'est-à-dire les équipes qui sont censées jouer les playoffs, a priori, hein, en Eurocup. Est-ce que selon vous, c'est des équipes qui sont prétendantes ou même outsiders forcément cette année en BCL? Ah oui. Ah, pour moi, clairement. Après, la BCL, c'est si tu regardes 2-3 groupes là, Anvers qui est carrément dans les tout derniers avec 0 victoire, ou encore je regardais Bursaspor, le club turc. Ça, je pense que même en BCL, il serait peut-être pas terrible. Après, si tu veux, est-ce qu'on peut réellement juger du niveau de certaines équipes, même par rapport à leurs résultats en championnat? Ça, c'est la vraie question. Parce que là, je regardais les classements. Saragosse et Bilbao, ils sont dans les derniers en championnat d'Espagne. Bon, Bilbao, ils ont mal commencé en BCL, ils sont à 0 victoire, 2 défaites. Saragosse, ils ont gagné leurs 2 matchs, mais c'était compliqué. Donc, ça reste à voir. Tu vois, tu as des équipes qui, des fois, sont plus haut au classement. Elles ne sont pas forcément meilleures. Adrien, tu le sais, hein, la Liga ACB, c'est une compétition à part. On regarde le Real Madrid, ils galèrent en Euroleague, ils sont premiers en ACB. C'est très très fort. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est particulier l'ACB. Donc, tu vois, déjà par rapport à ça, déjà par rapport au championnat d'Espagne, tu peux pas réellement juger du niveau des équipes dans une Coupe d'Europe parce que c'est pas le même contexte, c'est pas la même densité. C'est dense une Coupe d'Europe, mais l'ACB, c'est vrai que c'est un exemple à part, quoi. C'est une référence. Donc, faudrait voir après. Mais je dirais que ça se tient. Sauf pour les équipes qui sont dernières de leur groupe en Eurocup, comme Anvers ou Bursaspor ou Başakşehir, qui est vraiment décevant, mais je dirais que franchement, c'est équivalent entre les deux. Ludo? Oui, donc pour moi, BCL et Eurocup, c'est à peu près le même niveau. Il n'y a pas trop de différence. La seule grosse différence, c'est le duo Virtus-Bologne-Lokomotiv Kuban, qui serait très largement favori en BCL, bien évidemment. C'est les 2 grosses équipes, les 2 gros favoris de l'Eurocup et qui pourraient mériter une place en Euroleague. Et c'est l'attrait justement de la place en Euroleague qui amène ces équipes vers l'Eurocup. Mais sinon, pour les autres équipes, il n'y a pas une équipe qui serait assurée de gagner la BCL. Même Badalone, considéré par Olivier dans le premier tiers, je suis d'accord sur ce constat, mais il ne serait pas assuré de gagner la BCL puisque Tenerife est en BCL et sont meilleurs qu'eux, en tout cas en Liga ACB sur ce début de saison. Donc pour moi, à part la Virtus et le Lokomotiv Kuban, c'est pareil, c'est le même niveau.
La grosse différence, c'est l'attrait de la place en Euroleague qui amène ces grosses équipes en Eurocup. Après, je dirais que effectivement, ce qui fait la différence, comme tu dis Ludo, c'est effectivement le fait que l'Eurocup offre un spot en Euroleague. Et en plus de ça, ils ont toujours les gros clubs russes, donc ça, c'est pas rien. Bon, la BCL, il y a Nijni, mais c'est plus club genre milieu de tableau. Et ils ont toujours les clubs de l'ex-Yougoslavie, tu vois. Que la BCL, ça, à part au tout début où ils ont essayé d'aller récupérer par-ci par-là des clubs comme le Partizan au tout début de la création de la compète, ou des clubs comme l'Olympia Ljubljana, c'est là où la BCL a pas ce type d'équipe, quoi. Mais sinon, globalement, on est plutôt d'accord. Ça se maintient en termes de level. Et sachant aussi qu'il y a des pays que maintenant on retrouve en BCL qu'on ne retrouve pas dans l'Eurocup. Par exemple, l'Israël a des clubs en BCL, alors que l'Eurocup n'en a plus. Vas-y, Ludo, je te laisse réagir avant de donner mon avis. Oui, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Adrien. Donc, en fait, Israël, c'est parce que le Maccabi Rishon LeZion a déclaré forfait à cause du Covid, hein, mais sinon, il y aurait des clubs israéliens et en BCL et en Eurocup. Par contre, c'est vrai, la BCL est ouverte à plus de pays, la Pologne, la Hongrie, la Lettonie, plus les équipes qui se qualifient, donc avec Chypre et le Danemark. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Donc, pour donner mon avis, je vais presque répondre avec une autre question. Est-ce que on n'arrive pas finalement entre l'Eurocup et la BCL à un point sensible de cette guéguerre qu'il y a entre l'ECA et la FIBA, parce que finalement, je suis en train de me dire qu'on a, donc comme Olivier l'a fait pour l'Eurocup, mais je pense qu'on peut le faire pour la BCL, on arrive avec un petit groupe dans chaque compétition dont on sait qu'ils vont être dans le dernier carré ou qui sont très favoris. Et ensuite, on a toutes les autres moitiés. C'est des équipes qui pourraient être dans l'une comme dans l'autre compétition, qui sont invitées parce qu'il y en a un qui a refusé l'autre, etc., etc. Et au final, on se retrouve avec un niveau global des deux compétitions très moyen, et qui devient presque illisible, parce que du coup, les deux compétitions se valent. Donc après, c'est comme quand nous on en discute à côté. Après c'est une question de goût, c'est une question une équipe qui nous plaît plus que l'autre, etc. Même si vu qu'on est des passionnés, on regarde les deux baskets. Mais du coup, j'ai l'impression que on arrive à un point où on va avoir l'Euroleague tout en haut, ça c'est sûr. Et après, on a ces deux compétitions qui se valent de plus en plus, où ça devient de moins en moins lisible et le niveau s'en ressent obligatoirement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être aborder dans une autre émission. Est-ce qu'il faudrait pas définitivement mettre tout le monde autour d'une table, essayer de discuter et se mettre d'accord sur une deuxième grosse compétition? Parce que là, j'ai l'impression qu'on va avoir un niveau qui, malheureusement, hormis des équipes qui, comme on l'a dit, la Virtus, le Kuban, ça veut jouer l'Euroleague, donc forcément, ça va se donner les moyens de le faire et ça va écraser la compétition. La BCL, pour l'instant, joue un tremplin pour des équipes qui veulent peut-être directement intégrer l'Eurocup après. Mais voilà, il va falloir trouver un terrain d'entente parce que là, le niveau, malheureusement, n'est pas tiré vers le haut, faut être très clair. Et ça devient très illisible pour les gens. Donc voilà, moi, c'est un petit peu le sentiment que j'ai avec une compétition qui, malheureusement, cette guéguerre apporte cette différence de niveau et ne favorise pas la lisibilité du basket en Europe. Adrien, qu'est-ce que... Mais j'ai rien à rajouter par rapport à ça, mais le problème c'est que on sait que pour l'instant c'est pas gagné pour mettre d'accord l'Euroleague et la FIBA. Totalement, c'est utopique, c'est très utopique ce que je dis, mais malheureusement il va falloir y passer. Deux visions du basket aux antipodes, voilà, c'est ça. Dans le fonctionnement, effectivement, c'est deux mondes différents, très 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 opposés. Malheureusement, le niveau en prend un coup. Est-ce que Ludo, est-ce qu'Olivier, vous avez quelque chose à rajouter? Non, moi je voulais juste dire qu'au niveau sportif, le niveau est équivalent, mais qu'effectivement, c'est des philosophies totalement opposées.
Et également que la FIBA avait proposé à l'ECA de laisser l'ECA gérer l'Euroleague et de prendre la BCL comme deuxième compétition, donc de supprimer l'Eurocup. Et l'ECA a refusé. Donc voilà, c'est une question de suprématie, mais effectivement, il faudrait se mettre autour d'une table. Je pense que la proposition de la FIBA de laisser l'ECA gérer l'Euroleague et de gérer le reste des compétitions me paraît une bonne idée. Même s'il ne faut pas fermer complètement l'Euroleague, évidemment. Pour Olivier. rejoindre la nécessité de discuter, je me permets justement de faire écho au podcast Ficelle dans lequel Didier Gadou et Julien Monclar intervenaient. Il y a une nécessité actuellement du fait du contexte sanitaire et économique de repenser les choses sur l'interactivité, sur toutes ces choses-là. Je crois que c'est le nerf de la guerre, la lisibilité du basket européen est un prérequis absolu au fait que ça puisse être diffusé et accessible à l'ensemble des gens qui ne seraient pas, comment dire, autour de considérations de basket de niche. Dès lors, si on veut vraiment pouvoir être compétitif et attrayant, le risque d'avoir des compétitions comme ça qui sont non seulement peu lisibles en termes d'accès, mais aussi pour lesquelles on regarde un match et on se dit waouh, c'était nul, c'est évidemment plus défavorable qu'autre chose. Moi, cette année, je regarde beaucoup l'Euroleague. Quand il y a très 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 peu de matchs, en proportion même par rapport aux années d'avant, où je me suis embêté devant un match d'Euroleague. Mais très très peu. C'est la première fois que je trouve ça aussi fort en termes de niveau. A contrario, du fait de cette bataille, alors la BCL, il y a un côté un petit peu nouveau, même si c'est pas nouveau, et donc on s'y intéresse aussi du fait de la nouveauté, mais si à un moment cette lutte, en tout cas si les objets BCL Eurocup de la lutte ECA FIBA, qui est une lutte qui est très ancienne, se pérennisent, le risque c'est qu'il y ait un désintérêt vis-à-vis de ces compétitions, mais du fait d'un agacement, d'une lassitude. Donc la seule solution au vu du futur qui est plutôt incertain, le futur du sport professionnel en général, la seule solution, ça va être que soit ils discutent, mais ce qui est peu probable, soit que chacune des entités sait trouver des moyens que ce soit un peu plus interactif et plaisant, le produit. Effectivement, c'est un débat éternel. Pour l'instant, c'est une guerre qui fait rage dans le basket européen. On pourra y revenir longuement lors de prochaines émissions parce que je sais que c'est un débat qui nous anime aussi. Parce que voilà, comme on l'a dit, c'est on est des passionnés et on a très envie que le basket brille sur notre continent. On a des visions très opposées, mais en même temps, on cherche une solution pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, avec plaisir, on aura un débat encore plus long sur cette question-là. Messieurs, je vous remercie de ce moment avec vous, de cette première émission. On abordera donc tous les 15 jours l'Eurocup et la BCL avec des formats moins longs. Là, il fallait dégraisser, il fallait qu'on rattrape le retard. Ça nous a pris pas mal de temps. Et puis on tenait à avoir ce petit débat de fin parce que c'est une question importante et c'est très d'actualité. Donc voilà. On vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour l'Eurocup et la BCL dans un format beaucoup plus court. Évidemment, on essaie de se tenir au format qu'on a pour l'hebdo en Euroleague, c'est-à-dire autour de 1 heure d'émission. J'étais très content de faire cette émission avec vous, très content d'accueillir du coup Ludo avec nous, notre petit rookie, et très content d'avoir eu cette chance d'animer cette première émission. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? Non, juste vous remercier pour cette émission. Adrien, Olivier ? On vous remercie également, c'était un plaisir. Merci au King, Adrien Bauer, le King du quiz. Merci à tous. Et puis voilà, vraiment, si jamais, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur des idées de format, de questions, ce genre de choses. Ce qui est intéressant finalement, c'est de pouvoir lever des sujets de discussion, des idées aussi, et puis des remarques éventuellement, puisque on débute sur ces formats et qu'on est vraiment très à l'écoute des choses qui pourraient permettre aux auditeurs d'avoir du plaisir à nous écouter. Non, moi je voulais juste ajouter que
bah voilà, ça faisait plaisir d'aborder ces deux compétitions à travers ce nouveau format. Et puis que ça faisait également très plaisir de pouvoir dialoguer de ça avec le nouveau venu Ludo. Donc voilà, la team ficelle s'agrandit et c'est pas plus mal. Voilà. Ok, c'est top. Et puis on vous prépare plein de petites choses. On essaie d'agrandir la famille, d'avoir de plus en plus de sujets à aborder, que ce soit en Eurocup, en BCL ou en Euroleague. On essaie de vous préparer des podcasts très intéressants. Je vous remercie. Passez une super journée. Les gars, à très vite. On retourne travailler, on retourne devant nos ordinateurs pour regarder des matchs. Et puis, ben, on se retrouve dans 15 jours. Salut les gars. À bientôt. Merci. Salut. À plus.